Alors bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette dernière masterclass de la journée. On est avec Serge Valentin du site Whisky Fun qui va nous proposer ses 3 coups de cœur du salon. Merci. Merci beaucoup Didier, bienvenue à tout le monde. Je vois beaucoup d'amis, ça fait plaisir. Ça fait vraiment un plaisir fou de revoir des gens en chair et en os, comme on dit, plutôt que derrière ces foutus Zoom dont on a tous marre, les Teams, les... Oh mon Dieu, quelle horreur, quelle horreur. Et ce qui n'est pas des horreurs, c'est les whiskies que j'ai essayé de choisir. Donc j'ai pas tout goûté, parce que mon problème c'est que si j'avais tout goûté, je serais mort. Donc j'aurais pu peut-être ultimement trouver mes 3 favoris, mais je serais plus là pour en parler. Donc j'ai goûté quelques whiskies, j'avais bien sûr un peu la liste avant, donc j'ai choisi quelques whiskies qui me paraissaient très bons d'une part, et surtout aussi qui étaient un peu porteurs de messages, d'idées qui vont au-delà de simplement des qualités organoleptiques, une vue éventuellement, mais surtout un nez, un palais, une finale. Ça, donc je pense que ces 3 produits vont plus loin que ça. Et l'autre idée qu'on a eue avec Didier, c'est de les mettre à l'aveugle. Donc, vous ne savez pas ce que c'est. Alors attention, il y a 3 whisky sur un mat, sur un tapis de dégustation où il y a 6 positions. Donc quand vous les bougez, c'est encore plus dangereux que si le tapis est plein. Donc remettez-les bien à la même place parce que sinon vous allez vite paumer. Voilà, il y en a 3. Donc ce que je vous propose, c'est sans doute de commencer par tout simplement goûter le premier. Je vais vous laisser le goûter, je vais même rien dire d'ailleurs, ce qui va être commode. Pendant un peu de temps, après je vous dirai un peu ce que j'en pense et après on parlera de ce que c'est. Mais je vais surtout pas vous dire de ce que c'est avant que vous les goûtiez. Bon, je vais pas rester silencieux trop longtemps, mais quand même. C'est bon, tout le monde l'a senti. Les distillateurs aussi, nous avons des distillateurs parmi nous, donc c'est bien. On bouge. Voilà. Enfin, moi, c'est pour moi un whisky très intéressant et assez important parce qu'il symbolise. Et je pense aussi que c'est un des whiskies du futur. Ça veut dire que peut-être que le monde du whisky va aller un peu vers ça, en partie en tout cas. Pour l'instant, c'est vraiment le premier le premier whisky de cette nature. Enfin, il n'y en a jamais eu d'autres qui ont été faits comme ça, ou en tout cas pas depuis au moins, à mon avis, 200 ans. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Si vous avez des impressions déjà de ce whisky. Quelqu'un sait déjà ce que c'est? Est-ce que quelqu'un l'a reconnu? Peut-être c'est possible, non? Ouais. Pas loin, mais non. Presque, mais pas loin. Ouais. Bon, ok. Il y a déjà quelqu'un qui a triché, non, je plaisante, qui l'a reconnu. Un petit peu, en tout cas. Alors c'est un Waterford, donc c'est un whisky d'Irlande, d'une distillerie toute jeune. Mais c'est pas, j'allais dire n'importe lequel des Waterford, puisque c'est la première cuvée biodynamique. Et quand on parle de biodynamie, on pense tout de suite un peu ésotérisme, la lune, des choses un peu, des cornes de vaches enterrées au coin des champs, des bouillies faites à partir de choses un peu bizarres qu'on disperse sur les champs. Alors il y a un peu de ça, c'est vrai qu'il y a un peu d'ésotérisme dans la biodynamie, mais en réalité, en tout cas dans l'univers du vin aujourd'hui, la biodynamie est devenue très très employée et par des très très grands châteaux bordelais qui en est vraiment strictement rien à faire de l'ésotérisme. Donc c'est vraiment employé, c'est pour la qualité tout simplement, premièrement la qualité du produit et deuxièmement surtout la survivance des sols. Puisqu'un des gros problèmes dans les grandes régions, aussi bien viticoles que agricoles de façon générale, y compris l'orge, c'est les sols qui sont complètement appauvris après des années d'emploi de matières, d'engrais chimiques, etc., qui ont fait leur rôle. Hein. Il a fallu nourrir la planète longtemps et nos pays aussi.
il y a beaucoup de sols qui sont un peu morts, hein, donc, y compris dans les vignes. Et donc, il est très important de tenir compte de tout ça et de redonner de la vie au sol, ce qui est une des fonctions de la biodynamie. Alors là, pour le coup, évidemment, on pourrait se dire qu'il y a beaucoup de marketing aussi, c'est-à-dire que ça reste un distillat. Donc un distillat, c'est un produit qui passe par un alambic. Un alambic, c'est quelque chose qui trie, c'est fait pour trier. Hein, donc, et forcément, est-ce que tout ce qui vient de ces concepts biodynamiques, y compris tout ce qui tourne autour des notions de terroir, qui est un des drapeaux de, je sais pas comment on dit, de Waterford, qui parle tout le temps de terroir, est-ce que ça passe par au travers des alambics ou pas? Est-ce qu'on le retrouve dans le produit? Est-ce qu'on peut l'identifier surtout? Est-ce qu'on peut faire des différences avec d'autres produits? Ça, c'est pour moi un débat qui est un peu, pas vain, mais un peu inutile, dans le sens où, pour moi, un whisky, c'est absolument pas uniquement de la bière distillée, vieillie dans des fûts de chêne à 2 balles, et puis embouteillée, et puis voilà. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a de l'idée, de la philosophie. Quand on connaît les lieux, c'est encore mieux. Quand on se souvient des amis avec qui on l'a déjà goûté avant, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus riche. Et le fait de savoir que c'est biodynamique, et le fait de savoir que c'est un terroir particulier, un lieu, une ferme, une exploitation, ça suffit déjà pour y mettre du terroir. Le simple fait de le savoir, pour moi. Même si on ne le détecte pas forcément à l'aveugle, même si on n'est pas capable de dire que c'est telle ferme contre telle ferme et tout ça, le simple fait de le savoir, ça fait déjà partie du jeu. En tout cas, voilà. Donc c'est, je crois, le premier whisky biodynamique, en tout cas en Malte, ça c'est sûr. Et donc c'est une première parce que je crois qu'il est sorti pour le Whisky Live, je suis pas sûr, mais il me semble. Donc c'est sympa. Moi je trouve ça bien que ce soit en France, qui est quand même le pays du vin, que le premier whisky biodynamique soit proposé. Alors, vous l'avez peut-être déjà goûté les uns les autres. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce whisky, c'est le nez est un chouette nez, mais très sur le pain. Et moi, j'adore ça. Hein. J'adore quand on sent la céréale, quand on sent les matières premières. Dans un distillat de framboise, j'aime bien quand ça sent la framboise. Un distillat d'orge, j'aime bien quand ça sent l'orge. Et le pain, et la bière, et tous ces arômes un peu fermentaires. Donc là, on y est vraiment. Il y a un peu il y a un boisé un peu. Je sais qu'il utilise un peu de vin doux naturel, il me semble. Donc la cuvée est encore un peu soutenue par des fûts un peu actifs, parce qu'il le faut bien. C'est quand même un très jeune whisky. Si vous mettez un très jeune whisky qui a zéro impact d'un fût, il va être il va manquer un peu d'ampleur, c'est normal. Donc ça, c'est bien fait. Et surtout la bouche, ce qui m'a surpris énormément quand je l'ai goûté, je crois que c'était hier, c'est la texture de la bouche. Et ça, c'est vraiment assez rare, je trouve, en whisky, d'avoir une texture aussi huileuse. Elle me paraît assez huileuse. Je vais revérifier. N'importe quelle excuse. Mais okay. Je trouve que vous avez vraiment un gras. C'est vraiment un whisky un peu envahissant, quoi. C'est-à-dire, mais par sa texture. On parle souvent des arômes, bien sûr, les fruits, tout ça. On parle même de la puissance, de la force, de la longueur. Mais le corps, comme ça, cette texture et ce corps, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de commenter, je trouve, beaucoup moins. Voilà. Et il est très jeune, forcément, il a forcément 3 ans, sinon ce serait pas du whisky, mais je pense pas qu'il ait beaucoup plus que 3 ans. Et voilà, pour moi, c'était un coup de cœur. Pour plein de raisons, parce que c'est le premier, parce que c'est à Paris, parce qu'il est biodynamique, parce qu'il est très bon, je trouve, parce qu'il est vraiment sur la céréale, etc. Voilà, je suis ouvert aux commentaires, hein, les questions à ce sujet. Vas-y, Jean. Oui, 50 degrés. Alors oui, vous pouvez mettre un peu d'eau. Bonne remarque. Avec un peu d'eau, normalement, la texture va encore se renforcer un peu. Oui, 50 degrés. Bonne question, bonne remarque. Bien sûr, c'est du malt. Hein. 100% malt. Pas de... Tout le monde est content, ça plaît à tout le monde. Vous voulez qu'on passe au second déjà? Ah oui. Numéro 2. Je trouve qu'il est intéressant de les comparer. Donc j'espère que vous n'avez pas complètement vidé le premier verre, parce que c'est intéressant de
de les sentir même en stéréo. Hein. Vous les mettez les deux verres sous vos deux narines. Vous savez qu'on sent en stéréo, hein, qu'on a deux narines qui sentent pas la même chose. Hein. Donc si vous amusez, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, vous sentez vous humez un vin ou un whisky, vous bouchez une narine et puis après vous bouchez l'autre, vous allez voir que vous sentez pas la même chose du tout. Et que quand vous avez les deux narines qui fonctionnent, vous avez une vraie stéréo. Stéréo nasal, on pourrait appeler ça, j'imagine. Alors moi, avec mon micro, je ne peux pas avoir les deux verres en même temps. C'est une bouteille qui a été ouverte assez récemment, mais ça y est, qui s'aère. C'est toujours un peu le problème quand on ouvre une bouteille neuve, j'allais dire, souvent, surtout quand ce sont des whiskies qui viennent d'être embouteillés. Souvent, il faut les laisser un tout petit peu respirer pour au début, ils peuvent être un peu âcres, un peu. Ils sont jamais parfaits tout de suite. Il faut qu'ils respirent un tout petit peu. Mais là, je crois que des fois, il faut juste quelques minutes. Il faut juste pas déboucher la bouteille, paf, servir un verre et le boire. Souvent, c'est pas terrible. Vous avez goûté le deuxième? Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Alors là, c'est plus difficile que le précédent. Ah, purée. La prochaine fois, laissez pas rentrer les distillateurs, s'il vous plaît. Non, c'est pas de l'orge pure. Bravo. Non, c'est pas de l'orge pure. Mais c'est pas non plus autre chose pure. Enfin, je veux dire, forcément, mais c'est quand même une dominante forte d'orge. Mais c'est pas pur. Quelques idées? Alors là aussi, je vais vous dire ce que c'est, bien sûr, je ne vais pas vous laisser mariner, j'allais dire. C'est aussi, je pense, l'avenir du whisky, comme le premier. C'est-à-dire c'est un très fort attachement au terroir, là aussi. Même si, encore une fois, la notion de terroir en whisky est très controversée, parce que 99,9% du marché ne respecte absolument rien qui puisse être qualifié de terroir, source ses orges de n'importe où dans le monde, ou pas, j'exagère un peu, hein, mais vieillit pas ses produits à la distillerie, enfin, etc. Donc, mais en réalité, là, nous sommes en France, et c'est un domaine des hautes glaces. Donc on est dans les Alpes. Et c'est le tout nouveau, je suis même pas sûr qu'il l'avait sur la table. Ah bah tiens, d'ailleurs, j'avais même pas montré les bouteilles. Tiens, voilà, le fameux Waterford biodynamique, avec des jolies histoires marketing, bien sûr, autour. Il en faut toujours un peu. Et voilà le fameux domaine des hautes glaces. Comment? Ouais. Alors, c'est pas XO, c'est X0. Attention, hein. Grande différence. C'est un 80% orge, 20%... non, qu'est-ce que j'ai dit? Non, 20% orge, 80% malt. Domaine des hautes glaces, c'est un 10 ans, d'où le X. Donc c'est le premier 10 ans qui sortent. C'est une petite série qui est entièrement dans leur propre domaine. Donc c'est vraiment terroir. C'est-à-dire Waterford, c'est des orges qui proviennent de fermes partenaires, donc de gens avec qui ils travaillent de façon régulière, mais qui, évidemment, ces fermes ne leur appartiennent pas. Là, c'est leur propre ferme. Donc on est vraiment sur un modèle proche d'un modèle de vigneron qui aurait ses propres vignes. Eux, c'est leur propre, en l'occurrence, leur propre climat qui s'appelle, j'ai oublié, Andrieux, je crois. Et donc il a 10 ans, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont donc malté, ils ont utilisé de l'orge maltée et du seigle maltais. Et puis ils ont assemblé tout ça donc ça a été distillé à part, vieilli à part, et assemblé en amphores. Donc là aussi, on est sur quelque chose d'assez particulier. Ce sont des amphores rondes que vous avez peut-être déjà vu chez des vignerons. C'est un peu la nouvelle vogue, mais
les vins sont... Enfin, ça vient un peu des pays de l'Est, à vrai dire. Les Croates font beaucoup ça. Évidemment, la Géorgie, c'est assez connu. L'utilisation des amphores, de la terre pour élever les vins, même les faire et les élever. Et en vin, ça marche merveilleusement quand c'est bien fait. Et là, c'est vraiment aussi la première fois que je vois ça. C'est pour ça que je voulais vous le montrer, vous le proposer. Mais c'est quand même un mariage assez rapide, c'est quelques semaines, je crois. Il n'a pas passé un temps long en amphore. De toute façon, peut-être qu'il y en aurait plus s'ils avaient fait ça, parce que l'amphore, c'est quand même poreux, même s'il y a différents types de terres, et des terres plus ou moins cuites, donc plus ou moins poreuses. Et voilà. Donc, moi, j'adore ce vin qui spirituellement est proche de celui-là, ce whisky, vous voyez, c'est l'absus révélateur, dont l'esprit est relativement proche de la matière première, proche de la céréale, qui est vraiment, pour moi, extrêmement important. Évidemment, c'est pas des whiskies extrêmement exubérants, tropicaux, etc. C'est resserré, c'est sur les matières premières, encore une fois, mais moi j'aime beaucoup ça. Donc pour moi, c'est vraiment les deux whiskies en fait un peu prototype peut-être d'une forme de futur dans des whiskies qui seraient de plus en plus tournés autour des domaines, autour de la propre production, autour du on fait tout nous-mêmes. C'est d'ailleurs le deuxième, là, le domaine des hautes glaces, c'est intégral, c'est-à-dire qu'il est fait de A à Z au domaine. Il n'y a absolument rien qui provient de l'extérieur, sauf peut-être les amphores. Je doute qu'ils fabriquent leurs amphores eux-mêmes. Voilà, je ne sais pas, vous aimez le domaine des hautes glaces? C'est vraiment, ça fait partie des 2-3 top en France pour moi. C'est une opinion personnelle, mais... Bien sûr, l'élevage ou l'utilisation, l'emploi de contenants qui ne sont pas des contenants en chaîne, ça stoppe évidemment tous les comptes d'âge. Hein. Ne compte dans le vieillissement que ce qui vient dans le chêne, qui provient du chêne. Même un autre type de bois ne serait plus autorisé. En Europe, hein, bien sûr. Ça va? Ça vous plaît? Oui. Alors, une question sur l'élevage. Ouais, les infos sur les types de fûts. Alors, j'ai pas été creusé parce que j'ai pas. J'ai essayé de pas. Je préfère me connecter aux amis qu'à Internet pendant les Whisky Live. C'est la réponse facile, pardon. Mais j'imagine que c'est j'appelle ça les cask bill, ça veut rien dire. Les Américains ils parlent de mosh bill quand ils mélangent les différentes céréales qu'ils emploient, X% d'orge, X% de seigle, X% de maïs, etc. Et moi j'appelle ça le cask bill, sont X% d'ex-fût de sherry, X% de bourbon, X%. Et en général, je sais que il me semble que Waterford travaille avec un cask bill, donc notez pas ce mot, il est un peu horrible, j'ai pas trouvé mieux, mais je trouverai un jour, qui est le même tout le temps. Donc en général, c'est un mélange de bourbon. C'est plutôt du first fill, enfin, c'est plutôt des fûts relativement actifs, ce qui est normal, parce qu'à cet âge-là, il est difficile d'obtenir un produit magnifique dans des fûts vraiment qui sont des simples contenants, donc qui sont assez de plusieurs remplissages. Et je crois qu'il y a une petite proportion de vin doux naturel. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement ce qu'ils appellent vin doux naturel. Probablement un Rivesaltes ou quelque chose comme ça, qui donne cette toute petite note de raisin sec, comme ça, qui soulève un tout petit peu. Ça évite au whisky, à cet âge, d'être un peu austère. Donc, il est quand même joyeux. Eux, je crois que, de mémoire, je pense qu'ils ont dû utiliser aussi des fûts, mais des fûts plutôt du genre... ils utilisent beaucoup des fûts de vin de la vallée du Rhône, qui est toute proche... et souvent des blancs. Donc, mais j'en suis pas sûr, mais ils utilisent beaucoup de super gros Hermitage. Cognac, Armagnac, vin jaune. Ah oui, un peu de vin jaune, ça il m'a dit. D'accord. Donc Cognac, Armagnac, vin jaune, voilà. Exactement pas la vallée du Rhône. Merci. Non mais voilà. Ok, il y a une autre question. Oui. Oui, tout à fait.
Merci bien. Donc, quel est l'avantage du passage en amphore? Parce que je veux dire, c'est quand même, ou l'avantage ou la valeur ajoutée? Alors, je pense que là, pour le coup, c'est vraiment expérimental. C'est-à-dire que l'amphore est... l'amphore est un parfait véhicule. Alors, on appelle ça amphore, mais ça ne veut pas dire que c'est la forme d'une amphore romaine, hein, comme on a dans Astérix. Hein. Mais l'avantage, c'est que c'est vraiment un matériau inerte, et que donc la seule fonction d'un contenant de ce type, c'est de permettre le vieillissement du produit, sans y ajouter ni retrancher même d'ailleurs d'arômes. La fonction aromatisante du contenant n'existe pas. Alors que dans le chêne, c'est évidemment le cas, ou dans beaucoup de types de fûts. Donc tout ce que ça fait, c'est que ça permet au produit qui est logé de respirer, en fait, et d'avoir des échanges, des interactions avec l'extérieur, l'environnement, de l'oxygène évidemment principalement, puisque c'est des réactions chimiques qui se produisent après. Et d'où l'importance de la porosité. Donc c'est pas inerte, c'est pas comme une demi-jeanne par exemple, ou comme vous allez trouver à Cognac, Armagnac, tout ça, qui vont elles en théorie bloquer l'évolution du produit, ou quasi, pas complètement, jamais complètement, mais quasiment. Alors que là, au contraire, la fonction, c'est quand même de permettre, et l'oxygénation améliore le mariage en fait des produits. Voilà. Ça va? Pas d'autres questions? Bon, alors on peut passer à un whisky complètement opposé. Je voulais pas faire 3 whiskies qui sont très sur la céréale, sur le pain, sur la brioche, sur le pain d'épices, et puis qui proviennent de terroirs, etc. Donc on repart ailleurs. Je vais pas vous dire où, je vais vous laisser le goûter. C'est le troisième. C'est autant ces deux sont un peu innovants dans le sens où, comme dit, la notion de terroir, de domaine, de propre domaine, de respect aussi, je sais qu'au domaine de glace, ils ont toute une théorie, mais très juste, sur le respect du sol, sur l'économie circulaire, sur la régénération des sols, des champs, etc. Donc c'est une réflexion assez pointue, même très pointue, qu'on voit nulle part ailleurs pour l'instant, je trouve, dans l'univers du whisky en tout cas. Mais ça va probablement venir. Là, c'est complètement différent. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus classique, on va dire, traditionnel. Je vous laisse le goûter, le sentir. Après, on s'amusera à faire le classement, si vous voulez. Des commentaires sur ce troisième verre? Fumée, ouais. Et de fumée. D'autres? On en parle? Alors on est dans le Speyside. Ce qui est juste, pour moi, impossible à reconnaître. C'est-à-dire la région, bon, pour moi, personnellement, je pense que ça n'a rien d'un Speyside. Mais on est en Speyside pourtant. C'est un whisky donc écossais qui est... j'appelle ça alors c'est un peu provocateur ce que je dis là, mais j'appelle ça les whisky sales. Et moi j'adore les whisky sales. Sales, ça veut dire ils sont pas propres. C'est pas des whiskies propres. C'est pas des whiskies étroits, étriqués sur juste quelques arômes, la vanille, le machin, le truc. C'est des whiskies qui ont des choses qui peut-être même des fois ne devraient pas y être, quoi, des notes d'hydrocarbures par exemple, des fumées bizarres, des végétaux bizarres, des feuilles mortes, je sais pas, des champignons, enfin, des choses qui sont pas forcément toujours très bons signes sur le papier, mais qui en réalité, lorsqu'on goûte le produit, le whisky apporte beaucoup de complexité, etc. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, c'est pas un whisky clean, voilà. Je dis sale, je provoque un peu, c'est pas sale. Avec pas mal de suie, notamment au nez, du cuir, des vieux cigares, des choses comme ça. Des cirages, voilà. La suie. Ce qu'on pourrait dire aussi un peu de curry aussi, des choses un peu épicées, des trucs, un peu de gingembre, voilà, bref. Et alors en bouche,
La fumée est plus marquée en bouche, je trouve. Et on retrouve ce curry, donc ce côté au début, un peu les épices. Elles viennent souvent assez... C'est assez amusant parce que quand il y a des fûts relativement actifs qui ont été employés, vous avez une attaque où il y a toujours cette espèce cette combinaison d'épices qui sort tout de suite, puis après s'atténue, après vous avez tout le reste qui arrive, et on retrouve les épices dans la signature, dans la finale. C'est toujours ça qui est amusant, ça crée cette espèce de parenthèse. Et c'est un whisky assez tendu quand même, mais qui est gras aussi. C'est pas un whisky très fort en alcool, puisqu'on a quand même réussi le tour de force de déguster des whiskies de moins en moins forts sur le plan de l'alcool, ce qui normalement est l'inverse de ce qu'on devrait faire. Quelqu'un a des idées? Une idée de ce que ça peut être? À part Jean qui est interdit. Non, je plaisante. C'est une blague. Quelqu'un a des idées de... Ah ben, très bien. Si personne ne le reconnaît, tant mieux. Alors en fait, nous sommes... Je vais vous montrer ce que c'est. C'est Ben Romar. Donc Ben Romar, c'est la petite distillerie du Speyside qui appartient à Gordon MacPhail. Hein, c'est une ancienne distillerie de Diageo, enfin de United Distillers à l'époque, qui l'avait mise en sommeil. En fait, elle fonctionnait plus depuis pas mal de temps. Et puis Gordon MacPhail l'a rachetée, me semble-t-il, en 93. Et puis l'a remise un peu au goût du jour, a fait des travaux, etc. Et a recommencé, a redébuté la distillation en 98, là aussi, si je me souviens bien, inaugurée par le prince Charles. Vous voyez le prestige du truc. Et voilà. Et à partir de là, ils ont, avec une toute petite équipe, hein, c'est vraiment une petite distillerie, ils ont essayé de réintroduire sur le marché le style ancien du Speyside. C'est un style qu'on ne connaît pas, nous, parce que nous, tout ce qu'on connaît, même les vieux Macallan, que certains d'entre nous ont goûté, sont déjà un style un peu moderne. Mais quand on a la chance de pouvoir goûter vraiment des très très vieux, donc vraiment début du siècle dernier, là vous retrouvez ces notes comme ça un peu déjà la tourbe bien sûr, enfin la fumée en tout cas. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore il y a des gens qui disent ah tu bois du whisky, ça sent la fumée. Il y a encore dans l'inconscient collectif la notion du fait qu'un whisky écossais c'est un whisky qui est fumé. Parce qu'évidemment on sait tous que c'est pas vrai. Enfin qu'il y a de tout type de whisky et certains sont fumés certes, mais d'autres ne le sont pas du tout. Mais il y a encore comme ça une espèce de truc, et ça vient vraiment d'avant, où effectivement ils étaient tous fumés, tout simplement parce qu'ils utilisaient la tourbe pour le maltage systématiquement. Donc forcément, toutes les orges étaient fumées à la tourbe, par exemple. Donc c'est le Ben Romar, c'est le 15 ans, c'est ça, hein, ouais, 15 ans. Il fait que 43 degrés. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi un peu la course à l'échalote, je trouve, au niveau des degrés d'alcool. On se focalise souvent un peu trop sur les degrés d'alcool. C'est vrai que ça a de l'importance, hein, bien sûr, que souvent à 40 degrés, ils sont un peu mous du genou, quoi, hein, certains alcools. Mais quand le distillat est puissant, et pour reprendre des métaphores squelettiques, ils ont du jarret, quoi. Même à 40 degrés, souvent ça passe. Ce qu'on retrouve, il y a des cognacs extraordinaires à 40 degrés. Ou des armagnacs, et des whisky aussi. Et là, bon, c'est 43, c'est un peu mieux. Ça fait une grande différence. Hein. 43 à 40, c'est quand même presque 10%. Hein. Enfin, c'est 7,5% quand même. Et ça fait la différence, mais il ne pâtit pas de la comparaison, je trouve, avec les whiskies précédents qui étaient beaucoup plus forts. 50 et 48% à 43. Et ça vient vraiment de ce distillat qui est aussi assez gras, qui a beaucoup de matière, beaucoup de mâche, et qui est tourbé. Donc il est tourbé à peu près à 10-12%, 10-12 ppm par million de tourbes. Dans le grain, hein, bien sûr, hein, pas dans le spiritueux, c'est encore différent. Donc après maltage, mesuré à 12 ppm. Et moi, j'ai une théorie qui veut qu'il y a une espèce d'arc géographique en fait qui unit toutes ces distilleries qui ont ces caractères un peu, je réemploie le mot sale pour rigoler, encore une fois c'est un mot horrible mais je n'ai pas trouvé de meilleur, peut-être que c'est des distillats sales, c'est des distillats riches. Pour moi ça va vraiment de Highland Park. Alors on parle vraiment du distillat, hein. C'est-à-dire que certains indépendants, tous les officiels par exemple ne le montrent pas forcément, mais Highland Park devient de plus en plus gras. En ce moment ils font il m'a semblé qu'ils étaient plus tourbés qu'avant, plus riches, avec plus de suie, même de charbon, etc. Donc ils
ils montent comme Talisker d'ailleurs. C'est assez étonnant. Les îles comme ça c'est comme s'ils essayaient toutes de faire un peu de l'Islay en ce moment. On a l'impression. C'est une impression que j'ai. Hein, j'en ai aucune preuve, mais et donc cette fameuse arc va pour moi de Highland Park à Clynelish, puis de Clynelish on descend, on traverse les Highlands et on va jusqu'à Fort Williams, donc chez Ben Nevis, pour finalement arriver à Campbelltown chez Springbank. Pour moi, il y avait ces 4 distilleries qui sont c'est l'arc magique, quoi, pour moi. Bon, c'est personnel. Et des fois, je me dis que Ben Romar, qui est finalement sur la route, hein, entre Clynelish et Ben Nevis, pourrait en faire partie. En tout cas, sur certaines versions, dont celle-là, qui est certes marquée oui, par le fût, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Des commentaires sur ce petit Ben Romar? Je ne sais pas ce que vous en pensez. En plus, ils sont pas très... Enfin, je crois, il me semble que les prix sont honnêtes. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup ce style. C'est un coup et puis on trouve facilement. J'ai voulu choisir un whisky qu'on trouvait vraiment facilement. Le 10 ans est sympa aussi, hein, vraiment. Mais lui, il a un peu plus de... Le 10 ans est un peu plus brillant, un peu plus jeune, forcément, un peu plus vivace, nerveux. Et lui, il est un peu plus sénateur, quoi, un peu plus assis, mais quand même avec de l'agnac. Commentaire? Non? Bon, alors. Comment? Ah, merci. Oui, c'est une sélection vraiment. Pour moi, c'est des whiskies qui ont du sens. Voilà. Celui-là a du sens, celui-là a du sens. Celui-là aussi, quelque part. Parce qu'il est quand même style ancien. Ça, c'est vraiment ultra moderne. Mais ultra moderne dans le sens où ça. Peut-être qu'au XVIIIe siècle, ils faisaient des maltes comme ça. Hein. On les a jamais goûtés. Donc, mais en théorie, ils pourraient être comme ça. À peu près. Et eux aussi, c'est quand même un style vraiment à l'ancienne. Ils essaient de retrouver le style un peu vieille école. Notamment avec la tourbe, hein, puisqu'il y avait toujours cette tourbe dans tous les whiskies écossais, notamment les Speyside. Bah, merci le compliment. D'autres commentaires? Jean, tu sais, t'as pas... Je plaisante, je disais d'autres commentaires, je te demande. Oui. Oui, old school, alors tu veux faire une comparaison musicale, c'est pas évident. Hein. Ça, c'est Duke Ellington, ça c'est sûr, ça... je sais pas. Je sais pas. New Age. Oui, New Age. Alors j'attends maintenant les nouvelles, le premier whisky, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas si on refait une petite séance comme celle-là. J'espère qu'un jour il y aura un whisky en cosmoculture. Je ne sais pas si vous connaissez la cosmoculture, qui est encore, parce qu'il y a toujours une étape plus loin. À chaque fois on se dit mais c'est pas vrai, mais où ils en sont, la biodynamie, non mais dingue. Mais en fait il y a beaucoup plus extrême. Il y a pour imaginer un jour un whisky sain, dans le sens où zéro, pas de cuivre, rien. Comme les vins sains, dits sains, qui sont mieux que les naturels, qui sont mieux que les biodynamiques, qui sont mieux que les bio, qui sont mieux que les en voie de conversion et qui sont mieux que les traditionnels. Et puis encore plus fou, c'est la cosmoculture. Donc la cosmoculture, c'est ce que fait par exemple en vin le domaine Viret, domaine du Paradis, voilà exactement, dans le Rhône sud, où on tient compte aussi des lignes de force telluriques. Donc pas uniquement de la Lune, de ce qui se passe, les préceptes de Rudolf Steiner et tout ça, mais aussi de ce qui se passe dans la Terre. Et donc, eux, ils sont bien sûr biodynamiques, donc ils utilisent absolument toutes les préparations de la biodynamie, mais en plus, ils rajoutent par exemple, ils plantent des piquets de basalte volcanique dans le sol, avec des sourciers, je sais pas, des mecs qui vont calculer que l'énergie du sol, elle passe par là et tout ça, et donc ils dessinent dans le sol des espèces des lignes, des lignes de force. Faut y croire, hein, je pense qu'il faut y croire. Si on n'y croit pas, c'est pas la peine. Et peut-être qu'un jour, on l'a pas encore, mais peut-être qu'un jour, il y aura un whisky en cosmoculture. Ça, ce serait rigolo. J'ai une autre question. Voilà. Merci. Donc, je pense... Pardon. Mon classement entre les... Ah oui, pardon. On avait dit qu'on faisait ça. Oui, merci de me le rappeler. Bon, ok, on va faire à main levée le classement des 3. Donc, qui vote pour le... Alors, vous avez le droit de lever la main qu'une fois, s'il vous plaît. Qui vote pour le Waterford? Ah ouais, pas mal. Hein. Voilà. Un bon tiers. Qui vote pour le domaine des Hautes-Glaces? Ouais, légèrement moins, mais un peu. Un bon tiers aussi. Et qui... C'est bidonné, ce truc. Et qui vote pour le Ben Romar?
Ah ouais, ben voilà, égalité. Et moi, alors, ça pour moi, bon, j'adore les Écossais. Évidemment, c'est toujours extrêmement enthousiasmant de voir un whisky français d'un tel niveau. Waterford, je les connais bien, et bon, voilà, c'est génial ce qu'ils ont fait. Mais Ben Romar, c'est le classique. On est tous rentrés, enfin, moi, je suis rentré dans le whisky par l'Écosse, par les whiskies écossais, comme beaucoup de gens. Et donc, je suis toujours extrêmement heureux de retrouver des produits comme ça qui sont vraiment un peu, oui, un peu old school, mais qu'on déguste tranquillement, voilà. Mais tous les trois, alors pour les classer, donc je mettrais peut-être lui, mais plus par déférence en numéro 1, mais uniquement par déférence, juste en me disant, bah voilà, c'est un Écossais, c'est le chef, quoi, voilà. Et ces deux-là, je les mettrais quand même à égalité. La texture, là, est vraiment spectaculaire, c'est un truc qui est rare, je trouve, d'avoir une telle texture dans un truc, donc ça vaut un point de plus. Mais là aussi, le fait d'avoir 20% de seigle qui donne ce petit côté épicé assez amusant en bouche, ça vaut le coup aussi. Donc, c'est un peu la pomme et les poires, quoi. C'est difficile à comparer. Donc, premier et puis deuxième ex aequo. Voilà. Si je devais. D'autres questions, remarques D'autres choses que j'ai goûtées? Ah oui, ah bah oui, normalement. Oui. Remarquable, oui. Oui, j'en ai pas goûté tellement, mais encore une fois, parce que on croise tellement d'amis, non mais honnêtement, je vous dis ça comme je le pense, tellement d'amis qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qu'en fait, on préfère tchatcher avec les amis que boire du whisky. Enfin, vraiment, c'est génial. Tout en buvant. Alors, on tchatche tout en buvant, mais du coup, on déguste moins, quoi. On boit comme entre amis à la maison, on boit un petit coup ensemble et puis on discute, voilà. Et ça, c'est la grande force de ce whisky-là après 2 ans d'isolation horrible derrière les zooms et les machins. Et c'est ce qui fait que c'est un événement qui prend presque en tout cas cette édition, une force et une ampleur au-delà des produits, ce qui est vraiment pas assez particulier. Enfin, ça, c'est un sentiment personnel. Peut-être que tout le monde ressent pas la même chose. Mais j'ai été extrêmement heureux de croiser tellement de gens, des copains, voilà, que j'avais pas vus depuis longtemps. Et personne n'a changé, évidemment. On dit, oh, t'as pas changé. Bah, ouais. Mais oui, plein des rhums aussi, les cognacs, évidemment. On est en plein boom des petites maisons de cognac et puis des armagnacs. Enfin, donc vraiment, c'est un truc qui est en train de monter. Enfin, j'en suis convaincu, parce que c'est tellement à l'opposé. Il y a eu la période rhum, et je pense, et j'adore le rhum, mais le rhum est tellement, pour l'amateur de whisky, le rhum est tellement compliqué, tellement difficile à comprendre et surtout il est quasiment impossible de faire confiance au rhum si on ne le connaît pas extrêmement bien. Donc évidemment, on connaît très bien le travail de Vélier, de la maison du whisky, tout ça, sur des produits imparables, Hamden, machin, etc. Ou évidemment les Français, ou la plupart des Français, des Martiniques et tout ça. Mais à côté de ça, il y a un univers de boissons putrides et sucraillonnes qui donne presque envie de chanter la catégorie, de passer directement à la catégorie suivante, qui est historiquement le cognac et l'armagnac, qui eux sont tellement réglementés de toute façon qu'à part un peu d'obscuration, de boisé, bon effectivement il y en a qui exagèrent un peu, mais à peine. Mais sinon c'est des produits magiques et ils sortent maintenant. Et je pense que en tant que Français, pour ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas, c'est bien quand même. Il faut absolument acheter et soutenir par exemple les armagnacs parce que les Américains sont en train de les piquer, je vous signale. Hein. Les Américains, Taïwan s'y met, ça va aller vite. Hein. Ils vont choper tous les trucs sympas. Donc je pense franchement, il faut. Puis ils sont pas très chers en fait, si on compare au whisky. Donc voilà, j'en ai goûté quelques-uns, ce que je voulais dire. Des merveilleux, des armagnacs et des cognacs. Voilà. Pas de... Didier, Il n'y a pas d'autres questions. Je te repasse la main alors. Merci beaucoup.